De retour à Lyon pour le sommet climat et territoire ici au Conseil régional de Rhône-Alpes. Il fait très chaud à Lyon, plus de 40 degrés à peu près pour ce grand sommet mondial qui réunit l'ensemble des villes, des organisations, des ONG, des associations, mais des entreprises également. D'aller en ligne droite pour cet après-midi, on devrait avoir un certain nombre de points, des conclusions très importantes en vue de la COP21 qui se déroulera à Paris, vous le savez, entre novembre et le mois de décembre prochain. Deux invités nous accompagnent pour préparer un petit peu cet après-midi grand après-midi de direct. On va suivre également les questions d'actualité en direct au Sénat. Johanna Roland, la maire de Nantes, bonjour. Et à ses côtés, notre autre Gérard Collomb, bien évidemment, sénateur, maire de Lyon. Merci d'être venu jusqu'à nous pour répondre à nos questions. C'est un sommet extrêmement important qui se joue aussi à Lyon parce que les collectivités sont au cœur de l'enjeu climat. On voit bien que le monde du 21e siècle va être un monde urbain. Et donc, il est important que les acteurs des grandes villes puissent communiquer ensemble, parler ensemble, évoquer à la fois ce que sont les problèmes, puis en même temps ce que sont les solutions. On voit bien quelles sont les problématiques. Dans les grandes villes, les problématiques sont celles de l'habitat, elles sont celles de la mobilité, elles sont celles de l'industrie. Mais on voit aussi qu'on peut apporter un certain nombre de réponses. Nous sommes ici à la confluence, un nouveau quartier de Lyon, et donc ce quartier, c'est une ancienne friche industrielle. Et nous avons décidé de rénover ce quartier. Nous avons construit 400 000 m² déjà, nous allons en construire 400 000 autres, mais le défi pour nous, c'était qu'après cette construction, on ne consommerait pas plus d'énergie qu'avant et donc nous avons entrepris une coopération, un partenariat avec WWF et nous avons ici à la fois une mobilité durable, des bâtiments qui sont à énergie positive, qui alimentent des flottes de véhicules électriques en autopartage, bref, la préfiguration de la ville de demain. Et ça, Johanna Roland, vous aussi du côté de Nantes, vous mettez en place un certain nombre d'initiatives. On sent quand même qu'il y a une forme de révolution intellectuelle de la part des élus, des citoyens, et que ça marche ensemble, et qu'on va beaucoup plus vite que certains États. De décisions, en tout cas, étatiques. Je crois que la force des villes, c'est certes aujourd'hui de comporter une partie des difficultés quand on parle du climat, mais surtout de concentrer en nos seins, dans les grandes métropoles en particulier, une grande part des solutions. Et je crois que l'énergie des villes, le levier que nous représentons, c'est pas simplement ce que nous faisons nous-mêmes en termes d'exemplarité. C'est vrai sur les transports publics, c'est vrai sur les déchets. C'est aussi la capacité de nos métropoles à mettre en mouvement ou à accompagner la mise en mouvement des acteurs économiques, des acteurs associatifs, des citoyens qui, pour un certain nombre, n'ont pas attendu ni la prise de conscience politique, ni l'implication des États. La force des métropoles, c'est de porter à la fois une vision stratégique sur la transition énergétique et en même temps d'être l'échelon de proximité, de concret et d'une forme de pragmatisme aussi dans la construction de la transition. Alors là, c'est vrai qu'on parle d'exemples presque franco-français, alors que c'est un sommet mondial et qu'on voit bien que quand on parle aussi avec l'Afrique, nous recevions ce matin des responsables de Ouagadougou, de la mairie de Ouagadougou, qui nous expliquaient qu'il avait un certain nombre de problématiques environnementales et on retrouve les mêmes finalement dans le nord, presque au sud. Et ils ont l'impression de s'adapter beaucoup plus vite, Gérard Collomb. Oui, mais je crois qu'effectivement, les problématiques sont les mêmes partout. Vous voyez, moi, je reviens d'un séjour d'une semaine en Chine. Et donc, je suis allé dans les grandes villes chinoises. Je vois à la fois leur puissance démographique, leur puissance économique, mais en même temps, les difficultés qui sont les leurs en matière de pollution, en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et je crois, nous en parlions ensemble avec le représentant de la Chine, que ce que nous faisons ici peut être un modèle, un exemple pour effectivement ces grandes villes. Et dans les grandes villes d'Afrique, c'est la même chose. Vous voyez, je disais tout à l'heure qu'une grande entreprise française, Alstom, était à Lyon en train de développer un projet d'innovation qui s'appelle Supergrid, qui vise à transporter
de l'électricité sur de longues distances. Et donc l'idée, c'est qu'en Afrique, par exemple au Sahara, on puisse installer un certain nombre de fermes solaires et ensuite transporter l'électricité dans les grandes villes. Si, évidemment, nous sommes demain capables de réaliser cela, cela change profondément la donne. Johanna Roland, on a l'impression que les collectivités, on le disait avec Gérard Collomb, aujourd'hui deviennent un ciment, en tout cas sont très importantes dans l'optique d'un règlement de ce problème du climat en vue de la COP 21. Qu'est-ce qui reste à faire aussi pour convaincre les États, même s'ils ont l'air convaincus, de ce qui reste à faire de l'urgence? Car c'est devenu une véritable urgence. Je crois qu'un des enjeux, c'est le passage de l'intention à l'action. J'évoquais avec un maire africain ce midi un des exemples très concrets sur lequel je me suis engagée à Nantes. À Nantes, en 2020, 50% des logements sociaux seront chauffés aux énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que c'est à la fois bon pour le climat, mais aussi bon pour la facture d'énergie du locataire. Eh bien, ce responsable africain me disait que ce type d'expérience, ce type d'approche qui dit aussi que la transition écologique, elle doit contribuer à la lutte contre les inégalités sociales, contre les inégalités territoriales. À l'échelle de nos villes, nous le voyons de manière très sensible, très concrète sur le terrain. Et je crois qu'un des messages qu'ensemble nous envoyons aux États, tous ceux qui sont ici réunis, c'est que c'est le temps de l'urgence, mais surtout, c'est le temps du passage à l'action. J'ai proposé qu'en septembre, à Nantes, nous accueillions le premier sommet mondial de l'action climatique post-COP21, des acteurs non gouvernementaux, le choix que Gérard Collomb a fait ici à Lyon, car je crois que le poids que nous représentons, la capacité de mise en mouvement... Plus fort que aussi, les États. En tout cas, dans Presque. la capacité à proposer des solutions, je crois que c'est ça la force de nos territoires. Pas simplement d'être dans la pression, pas simplement d'être dans le lobbying, mais d'être dans la force de proposition concrète et donc transférable, applicable, parce que ce que nous attendons tous, ce sont des résultats concrets. Le ministre du Développement et notamment de la lutte contre le réchauffement climatique du Québec nous disait hier aussi cette phrase, c'est que vous les élus, vous êtes au plus proche des concitoyens. Le concitoyen va directement vers vous et non pas vers l'État. Donc toutes les problématiques remontent vers vous directement, Gérard Collomb. Oui, aussi à Lyon, sûr. notamment, et bien sûr. Et oui, vous à bien Nantes. sûr. Mais d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons un dialogue extrêmement fructueux entre villes à travers le monde. Vous voyez, vous parlez du Canada. Nous avons des relations privilégiées avec Montréal. Et donc, nous échangeons entre villes pour regarder quelles sont les innovations technologiques qui nous permettent de mieux gérer les problèmes climatiques. Vous voyez, par exemple, à Lyon, nous avons inventé à un moment donné Vélov. Vélov, c'était la substitution dans les grandes villes des déplacements par voiture à déplacements par un service de vélo partagé. Ce service, il a été inventé à Lyon. Mais maintenant, il existe dans une cinquantaine de villes à travers le monde. Un service comme celui de la voiture électrique en autopartage qui a été inventé à Paris avec Bolloré. Nous l'avons par exemple adapté à Lyon avec Bluely. Et donc cela va aller dans le monde entier. Donc oui, nous inventons dans nos villes et ensuite nous transférons de ville en ville. Ah, vous avez peut-être entendu le président de la République hier qui a fait quelques annonces très importantes, notamment le pouvoir des collectivités d'aller chercher et d'avoir accès à un financement. Il a parlé aussi de cette fameuse loi sur la transition écologique. Je vous propose d'écouter le président de la République, c'était hier, et on en rediscute juste après. Nous l'écoutons toujours. Alors il faut toujours s'imposer les règles qu'on édicte à l'échelle internationale pour soi-même. En France, nous avons donc d'abord fait voter une loi. En France, tout commence par une loi. On ne sait pas comment ça se termine, mais ça commence toujours par une loi. Et c'est la loi sur la transition énergétique et écologique. Cette loi permet là aussi de dégager un fonds qui n'est pas le seul sur lequel les collectivités locales pourront puiser, mais un des fonds, et c'est le fonds de transition énergétique. Les territoires ont été appelés, dans le cadre du projet à énergie positive, exactement ce que nous proposons pour le monde. Et je crois qu'il y a 500 villes et territoires en France qui ont répondu à l'appel et 216 qui sont déjà en cours de signature. Ça pourra générer 1 ou 2 milliards d'euros très rapidement de travaux. Créer, on parle de 100 000 emplois dans le secteur
du bâtiment, des énergies renouvelables, de l'économie circulaire, des nouvelles technologies. Ce que nous avons vu d'ailleurs tout à l'heure à Lyon en était l'illustration. La Caisse des dépôts, son directeur général est là, va mettre en place 15 milliards d'euros pour le financement de la transition écologique et énergétique. L'Europe, c'est le plan Juncker, même esprit. Dégager des fonds supplémentaires pour les infrastructures, pour les énergies renouvelables, pour également l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, les transports. Eh bien, pour le monde, nous devons avoir ces fonds-là à un niveau encore plus important, mais essentiellement dédiés aux pays en développement et aux pays qui veulent accéder aux technologies. Voilà pour ce discours du président de la République, en tout cas ce petit extrait où on parle beaucoup d'économie, l'économie verte. Johanna Roland, vous en avez, vous, à Nantes? Est-ce que vous avez de la demande et de l'offre suffisante? Oui, d'abord parce que nos grandes villes, nos grandes métropoles sont des territoires de solutions, des endroits où on invente concrètement la transition écologique. À Nantes, par exemple, nous avons beaucoup travaillé sur l'extension des réseaux de chaleur. Derrière l'extension des réseaux de chaleur, ce sont des entreprises, ce sont des métiers et ce sont aussi des nouveaux métiers. Alors les annonces du président de la République, notamment concernant l'accès direct des collectivités locales au fonds vert, est évidemment une nouvelle majeure, une nouvelle extrêmement importante. Je crois que nous devons mener la même bataille à l'échelle européenne. Je préside aujourd'hui le réseau Eurocities, le réseau des 130 grandes métropoles européennes. Et nous demandons à ce que dans ce qu'on appelle l'agenda urbain européen, la place des villes, la voix des villes soit reconnue, avec deux grandes priorités, l'emploi et la transition énergétique. Les annonces du président d'hier sont de ce point de vue déterminants. Je crois pour ma part que nous devons continuer de mener la bataille, et notamment à l'échelle européenne. Vous allez avoir accès, vous, à ce fonds, par exemple? On espère, Oui. parce que ici, sur les problèmes d'innovation, je crois que nous sommes assez performants. Vous voyez, je crois que partout, on a vu dans le monde cet avion solaire donc aller de continent en continent. Les aimants qui ont permis de faire cet avion ont été produits ici, dans un groupe qui s'appelle Solvay, qui est dans la vallée de la chimie à Lyon. Et donc, on voit bien qu'au travers de nos innovateurs, au travers de nos grandes entreprises, nous avons de quoi porter un nouveau modèle sur le monde. Nous avons quelquefois besoin un peu de financement. Si le président de la République nous annonce que nous allons avoir pour les collectivités des financements nouveaux, permettez-moi de dire que nous nous en réjouissons collectivement. Merci beaucoup d'être intervenu en direct sur l'antenne de Public Sénat. Merci. Vous êtes attendu en salle plénière où nous allons tout de suite écouter Christiana Figueres, représentante de l'Union européenne. Dans vos territoires et dans vos juridictions. Et je me dis, pourquoi? Pourquoi cette réalité? Pourquoi ces choses deviennent tangibles? Alors bien sûr, il ne suffit pas de sauver la planète, il faut être franc et sincère. La raison pour laquelle vous êtes embarqué dans ce projet, parce que du point de vue de vos États, de vos villes, de vos territoires, de vos juridictions, de vos points de vue, il y a des bénéfices, des avantages. Parce que vous voulez des transports beaucoup plus efficaces, vous êtes intéressé par un air plus propre, vous êtes intéressé par la gestion des déchets, vous êtes intéressé par l'efficacité énergétique et vous êtes intéressé par les énergies renouvelables qui viennent du réseau ou qui ne viennent pas du réseau. Vous êtes intéressé par la nouvelle économie qui va créer davantage d'emplois, davantage d'industrie et davantage de croissance économique dans vos juridictions respectives. C'est la raison pour laquelle, individuellement, vous faites partie de cette action. Vous êtes partie intégrante de cette action. Mais ensemble, que faites-vous? Collectivement, que faites-vous ensemble? Et je dois vous dire que collectivement, vous créez une nouvelle réalité pour le monde. Vous rendez possible ce qui était parfois impossible à penser. En fait, nous nous acheminons vers une société avec beaucoup de croissance, mais avec un taux de carbone faible. Et vous avez montré à maintes reprises que cela n'est pas simplement possible. Bien sûr, on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais vous montrez que c'est une cause très claire. La
réduction des gaz à effet de serre va entraîner de la croissance dans vos pays et va donner un élan économique à vos juridictions. Donc en fait, vous transformez l'économie mondiale et ensemble, collectivement, vous menez à bien des projets pertinents. Collectivement, je dirais que vous faites en sorte que l'économie mondiale soit prête pour le 21e siècle. C'est vrai que nous sommes en 2015, donc on a l'impression d'être un peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Et je pense que vous allez de l'avant, vous progressez et vous faites œuvre de pionnier. Et en fait, l'accord de Paris, ce sera être prêt pour le 21e siècle. Je dois vous dire que l'accord de Paris va être un instrument contraignant et juridique. Alors bien sûr, j'espère que ce n'est pas nouveau pour nous, pour vous. Prenez note de tout cela. Cet accord va être applicable à tous les pays, mais il va être appliqué de façon différente. Tout le monde ne sera pas sur un pied d'égalité. Ce ne sera pas un accord punitif, ce sera un catalyseur. Cet accord permettra d'aller de l'avant. De plus, cet accord va être synonyme de structure qui accompagne l'économie mondiale au fil du temps et nous essaierons d'avoir des économies à faible carbone et hautement résilientes. Donc en fait, l'accord de Paris va nous permettre de construire une autoroute avec plusieurs voies et chaque pays, chaque juridiction pourra trouver sa propre voie sur l'autoroute de l'avenir. Alors vous pouvez être sur la voie rapide, comme c'est le cas pour beaucoup, et puis d'autres seront sur la voie lente en fonction des circonstances, ou vous serez aussi sur la voie médiane. Il y aura différents véhicules d'engagement, parce que même ici, dans cette salle, nous avons différentes couches quand il s'agit de stratégie. Et lorsque vous rassemblez tous ces pays, il y a beaucoup de différences, mais vous pourrez vous mettre sur cette autoroute avec différentes voies, avec différents niveaux d'engagement. Mais c'est une seule autoroute, qui convient. Et si nous faisons notre travail correctement, cette autoroute n'a pas de fin, parce qu'une fois qu'on sera sur cette autoroute va nous amener tous ensemble vers la société. Voilà pour le discours de Christiana Figueres, la représentante de l'ONU. Nous avons interrogé tout à l'heure la maire de Paris, Anne Hidalgo. Vous savez qu'il y a une grande canicule qui s'abat sur la France, qui s'est abattue sur Paris hier avec des records de chaleur. On l'a interrogé là-dessus, mais bien évidemment sur l'importance de ce sommet mondial pour le climat et les territoires. Écoutez. Anne Hidalgo, les collectivités ici s'engagent pleinement, entièrement, et on imagine que Paris, au cœur de ces collectivités, a un rôle majeur à jouer parce qu'elle va accueillir la COP21, bien sûr. Bien sûr, d'abord, je suis là pour soutenir ce mouvement vers la COP21, engagé par beaucoup de collectivités. Il y a eu beaucoup de rencontres dans beaucoup de villes, en France, dans le monde. Cette rencontre de Lyon est cruciale et nous sommes en marche vers Paris. À Paris au mois de décembre prochain, avec la COP21 qui réunira tous les chefs d'État. 1000 maires et présidents d'exécutifs locaux seront présents. Nous porterons ensemble les solutions pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un accord. Et en tous les cas, on est au pied du mur sur la question climatique et il faut agir. Et nous sommes, nous les collectivités, les villes, les régions, dans le faire FAIRE. Et donc c'est ce que nous allons porter ensemble. On a l'impression, à écouter en tout cas le président de la République hier, que les collectivités ont un rôle majeur. Et c'est l'une des premières fois où les collectivités vont pouvoir se faire entendre à ce point. Oui, tout à fait. D'abord parce que au niveau du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, il y a eu cette volonté d'ouvrir sur des acteurs comme les collectivités ou même le secteur privé. Et puis parce que le président de la République et parce que Laurent Fabius, qui sera le président de cette COP21, ont souhaité aussi s'appuyer sur la force, sur l'énergie qui est celle des collectivités, des villes et des régions pour pouvoir non pas faire pression, mais montrer que toutes les solutions sont là, elles existent, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient dans la recherche du bien commun, ce que nous faisons à l'échelle de nos villes et de nos territoires.
on a entendu souvent, et pas forcément que de la part de Ségolène Royal, même ici, que forcément les grandes messes onusiennes ne sont plus vraiment là où ça se passe, même si un accord entre États est important, que tout doit venir des citoyens de la base. Paris, avec les Parisiens, comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui travailler main dans la main avec les citoyens ? D'abord avec une démarche participative qui est générale, qui va du budget à ces solutions que nous imaginons sur la transition écologique et énergétique. Mais par exemple, pendant la COP 21, où il y aura tous les chefs d'État, tous les maires, les présidents de région du monde qui seront présents, les citoyens parisiens, les associations, les ONG et les Parisiens seront partie prenante de tous ces événements. La COP 21, ça va être partout dans Paris. Toutes les mairies d'arrondissement sont mobilisées, tous les équipements de la ville, tous les lieux de débat citoyen, d'engagement seront mobilisés pour porter ensemble cette parole. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute dans l'esprit des citoyens sur la nécessité d'agir. Alors, si on rentre un tout petit peu dans le concret de vos propositions, par exemple, quand on parle transport, quand on parle de péage autoroutier, ce sont des idées lancées un petit peu comme cela. Est-ce que ça devient concret? Est-ce que pour Paris, pour l'agglomération, pour la métropole, un jour on verra des péages aux portes de Paris? Pas un péage, parce qu'un péage c'est une espèce de frontière qu'on met entre Paris et ses voisins. En revanche, oui, à partir de cette année, avant même la fin de l'année 2015, nous aurons, grâce à la loi sur la transition écologique qui vient d'être votée, une interdiction de circuler des camions les plus polluants, des autocars les plus polluants dans Paris et au-delà, dans la métropole. Aussi. La fin du diesel. Et moi, vraiment, je ne lâcherai pas sur cet objectif. Vous savez, bien sûr qu'il y a des filtres à particules qui permettent de combattre les phénomènes de particules, mais pas les particules très fines, on le sait. Il ne faut plus regarder vers les énergies fossiles du passé, mais vers les énergies d'avenir. Et pour la mobilité, c'est l'électrique, c'est le gaz, c'est le biogaz, c'est autour de ces nouvelles technologies qu'il faut que les constructeurs eux-mêmes, les industriels, ils le font et je crois qu'ils regardent tous vers l'avenir plutôt que vers le passé, qu'ils le fassent et nous on est à leur côté. Avec la commande publique, vous savez la commande publique des collectivités, notamment en matière de transport, elle est forte et nous sommes là pour garantir justement aussi ces nouveaux marchés dans la transition écologique. Madame Hidalgo, c'est vrai que par rapport au gouvernement, vous avez souvent des positions peut-être un peu décalées, même si vous êtes en soutien. Je pense aussi à la ministre de l'écologie, auquel vous êtes un petit peu confronté de temps en temps sur quelques aspects. Vous en êtes toutes vos relations? Alors vous savez, moi je suis pas dans des positionnements tactiques. Non, mais c'est très politique, c'est vrai. C'est très politique. Par exemple, là où nous connaissons à nouveau un épisode de canicule et un épisode de pollution à l'ozone, je pense qu'il faut vraiment aller plus vite vers la possibilité de prendre des mesures automatiques, par exemple dans nos grandes villes, dans des situations de crise comme celle que nous vivons, pour par exemple limiter la circulation automobile dans ces périodes-là. Bien sûr qu'on fait tout le travail de fond. Est-ce que ça va être mis en place dans les jours qui viennent? J'ai demandé en tous les cas déjà là aujourd'hui le contournement des poids lourds de l'agglomération parisienne. Ce n'est pas que Paris, c'est l'agglomération parisienne. Mais je pense que si cette canicule conjuguée à cette pollution à l'ozone persiste, bien sûr qu'il faut des mesures de restriction. Ce que je dis aujourd'hui aux franciliens, aux automobilistes, c'est si vous pouvez faire autrement que de prendre votre voiture pendant, sauf si c'est une voiture électrique, pendant ces périodes-là, eh bien faites-le. Ça sera aussi un acte de civisme, mais j'attends qu'il y ait de l'automaticité dans ces mesures appliquées sur nos territoires. Mais vous n'annoncez pas encore de mesures d'urgence pour Paris, que ce soit sanitaire, transport, on n'en est pas là encore? On a pris des mesures, vous savez, moi j'ai pris des mesures de gratuité du stationnement résidentiel là, depuis hier, des mesures de gratuité partielle sur Autolib et Vélib, et des mesures que j'ai demandées, mais qui ne relèvent pas de moi, de contournement de l'agglomération parisienne par les camions, les véhicules les plus polluants. Je pense qu'il faut que vraiment l'État nous aide, qu'il s'engage, qu'il ne considère pas qu'il y a de la punition à demander aux automobilistes de ne pas emprunter leur véhicule dans des moments comme ceci, parce qu'il y a une crise sanitaire aussi. On n'est pas comme en 2003 où finalement on n'avait pas réussi à juguler cette crise caniculaire. Non, sur la canicule, on est préparé. Et ça, je peux le dire, l'ensemble des services de l'État, de la ville. Hier, j'étais dans une maison de retraite à Paris. On a mis en place un plan à Paris, bien sûr avec tous les équipements publics, mais aussi, je veux le dire, avec de l'énergie citoyenne. Vous savez, on a mis en place des commerçants solidaires.
Les commerçants qui, dans les quartiers, ne voient pas venir, par exemple, les personnes âgées qu'ils ont l'habitude de voir, sont dans un réseau de signalement avec les services de la ville. Il y a des visites à domicile qui sont lancées. 13 000 personnes sont déjà inscrites dans un fichier, personnes vulnérables ou isolées, vers lesquelles nos services, avec beaucoup de volontaires aussi, sont en train de travailler, enfin, lesquels sont en train de travailler aujourd'hui sur ces publics-là. Merci beaucoup pour ce point de la situation, Madame Hidalgo. Merci. Merci. Voilà pour cette conversation, cette interview avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Nous, on va continuer un petit peu plus tard cet après-midi de grand direct au sommet international climat et territoire ici à Lyon. Ce sera aux alentours de 16h20. Mais on va prendre la direction dans quelques secondes du Sénat. C'est les questions d'actualité, traditionnelles questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes jeudi. On va rejoindre Perrine Tarnaud dans quelques secondes pour ces questions d'actualité. À tout à l'heure.